Il voulait être l'héritier d'Hitler, un héros de guerre devenu monstre politique. Drapé de médailles, enveloppé de velours et exigeant toujours les projecteurs, Hermann Göring n'était pas seulement l'un des hommes les plus puissants de l'Allemagne nazie, il était le plus flamboyant, le plus arrogant et à la fin le plus pathétique. Voici l'histoire de comment le maréchal du Reich passa d'as volant de haut vol à prisonnier bouffi. De maître de la Luftwaffe à un homme suppliant pour une balle, et comment, quelques heures seulement avant que la corde ne se resserre autour de son cou, il s'évanouit dans la mort selon ses propres termes. Mais ceci ne parle pas de comment Göring vécut, c'est comment il tomba. Et c'est une histoire difficile à avaler. Avant les nazis, Hermann Göring était un pilote de chasse décoré de la Première Guerre mondiale. Charismatique, ambitieux et toujours en quête de pouvoir, il rejoignit Hitler tôt, à l'époque où le parti nazi était encore perçu comme un mouvement marginal. Mais Göring avait quelque chose que les autres n'avaient pas, un amour du spectacle. Il ne se contenta pas de suivre Hitler, il aida à le commercialiser auprès du monde. En 1933, Göring s'était hissé au sommet. Il fonda la Gestapo. Il orchestra des purges politiques. Il construisit la Luftwaffe en une machine de guerre massive. Et tout au long, il souriait, plaisantait, portait des uniformes sur mesure avec broderie dorée et portait un bâton comme un roi. Alors que d'autres cachaient leur cruauté, Göring étalait la sienne. Il n'était pas seulement accro à la célébrité, il était littéralement accro. Göring avait une grave addiction à la morphine, développée d'abord après une blessure de guerre et qui dégénéra plus tard hors de contrôle. Au sommet de son pouvoir, il prenait des dizaines de pilules par jour, parfois plus de 100 mg de morphine à la fois. Mais son addiction n'était pas seulement chimique, il était obsédé par la richesse. Göring pilla des milliers d'œuvres d'art à travers l'Europe, les stocka dans son domaine à Carinol et vécut comme la royauté pendant que des millions mouraient de faim. Il dit un jour « Si quelqu'un me tire dessus, je veux savoir qui c'est pour pouvoir riposter. » Mais en 1945, il ne ripostait pas. Il essayait juste de s'échapper. Alors que la guerre tournait, Hitler aussi. La Luftwaffe de Göring échoua pendant la bataille d'Angleterre. Plus tard, alors que les bombes alliées aplatissaient les villes allemandes et que le front de l'Est s'effondrait, Hitler perdit confiance en son ancien favori. En avril 1945, avec Berlin au bord de la destruction, Göring envoya un télégramme suggérant qu'il prenne la direction du Reich. Hitler le vit comme une trahison. Il ordonna que Göring soit dépouillé de son pouvoir, arrêté et confiné dans son domaine en Bavière. Quelques jours plus tard, Göring se rendit aux forces américaines, essayant de négocier un avenir qu'il n'avait plus. Ce qui suivit ne fut pas seulement de l'emprisonnement, ce fut une humiliation publique, un effondrement dans la salle d'audience et un rebondissement final choquant que personne ne vit venir. Lorsque Göring se rendit aux troupes américaines en mai 1945, il ne fut pas traîné enchaîné. Il entra comme une célébrité, vêtu de son uniforme complet, la poitrine scintillante de médailles. Il salua les généraux américains avec des poignées de main et des sourires, croyant pouvoir négocier sa clémence. Mais au moment où il arriva à Nuremberg, le masque avait commencé à glisser. Les Alliés n'étaient pas impressionnés. Ils le dépouillèrent de ses titres, de ses drogues et de ses illusions. Göring n'était plus la royauté du Reich, il n'était qu'un autre prisonnier avec un numéro. Pourtant, il tenta de reprendre le contrôle. Dans la salle d'audience, il joua le rôle de l'homme d'État défiant. Il grimaça, interrompit, chuchota aux autres nazis comme s'il dirigeait encore le spectacle. Et d'une certaine manière, il le faisait. Pendant les procès de Nuremberg, Göring devint le chef officieux des accusés nazis. Il se vanta, esquiva et domina la salle d'audience comme s'il s'agissait d'une autre performance scénique. Même lorsqu'il fut confronté aux horreurs de l'Holocauste, Göring détourna le blâme. Il prétendit être un homme d'ordre, pas de meurtre. Mais derrière l'arrogance se cachait quelque chose de plus sombre, un homme qui se décomposait. Son sevrage de morphine fut brutal. Mains tremblantes, sueur froide, rage incontrôlable. Et pourtant, il réussit encore à voler l'attention de tous les autres accusés. Le procureur britannique Sir David Maxwell Fyfe l'appela l'homme le plus dangereux du box des accusés. Il mémorisa des documents, démonta des questions et tordit le récit. Göring ne pensait pas qu'il serait pendu, il pensait qu'il gagnerait. Mais le 1er octobre 1946, le jugement tomba fort et définitif. Coupable sur tous les chefs d'accusation, mort par pendaison. Göring ne scia pas.
Après sa sentence, Göring supplia pour une exécution par peloton d'exécution. Il dit que c'était la mort d'un soldat, d'un homme d'honneur. Mais le tribunal refusa. La pendaison était pour les criminels. Et c'est ce qu'il était. En privé, Göring enragea, non pas contre le verdict, mais contre la méthode, la corde, la chute, la honte publique. Il écrivit des lettres amères à sa femme, prétendit que le procès était une farce, et dit qu'il était assassiné. Ses codétenus regardèrent son ego s'effondrer jour après jour. Ses plaisanteries cessèrent. Ses yeux s'assombrirent. Sa posture s'affaissa. Plus personne ne le craignait. Pas même les gardiens. Mais Göring n'en avait pas fini. D'une manière ou d'une autre, malgré une surveillance 24 heures sur 24, des fouilles corporelles et des cellules verrouillées, il avait un plan. Introduit clandestinement par un stylo-plume, ou peut-être caché dans des bagages, ou avalé puis récupéré, ce que nous savons c'est ceci. Dans la nuit du 15 octobre, quelques heures seulement avant qu'il ne soit censé être pendu, Göring mordit dans une capsule de verre cachée contenant du cyanure. Lorsque les gardiens entrèrent dans sa cellule à 22h45, ils le trouvèrent étalé sur son lit de camp, convulsant, les lèvres bleues, mort. Il trompa le bourreau. Les gardiens ne le crurent pas au début. Göring avait été sous surveillance stricte, vérifié régulièrement, fouillé quotidiennement, mais il était là, allongé sur son lit de camp, dans la cellule numéro 5. Immobile, les lèvres teintées de bleu, une faible odeur chimique dans l'air. Ils trouvèrent une capsule de verre brisée près de son corps, des cristaux incrustés dans ses dents. Hermann Göring avait pris du cyanure, et personne ne savait comment. Toute l'aile de la prison éclata dans le chaos. Les gardiens furent appelés, les médecins arrivèrent trop tard. Son corps fut évacué sous des draps. Quelques heures plus tôt, la potence avait été préparée pour lui. Maintenant, la corde pendait vide. Les théories affluèrent. Certains dirent qu'il cacha la capsule dans une dent creuse. D'autres crurent qu'elle fut cousue dans la doublure de son uniforme ou introduite avec l'aide de gardiens sympathisants. La plus crédible vint du soldat américain Herbert Stivers qui confessa plus tard avoir livré sans le savoir un stylo-plume contenant le cyanure, qui lui fut remis par une mystérieuse femme allemande prétendant que c'était un médicament. Quelle que soit la méthode, une chose était claire, Göring avait planifié cela bien avant que sa sentence ne soit prononcée. Il avait accumulé du pouvoir jusqu'à la fin et il n'allait pas laisser les Alliés contrôler ses derniers moments. Lorsque la nouvelle de son suicide éclata, le tribunal allié fut furieux. Le procureur en chef Robert Jackson l'appela une évasion honteuse. D'autres y virent une insulte finale. Göring avait privé les victimes du régime nazi de la justice d'une exécution publique. Ses codétenus nazis furent stupéfaits. Certains rirent d'incrédulité, d'autres furent jaloux. Joachim von Ribbentrop aurait murmuré « Le gros porc a eu le courage de le faire ». Wilhelm Keitel, le commandant de la Wehrmacht, fut horrifié. Il fut pendu le lendemain matin. Mais l'acte final de Göring révéla aussi une faille dans le système. Le monde avait attendu des années pour le voir pendu. Au lieu de cela, il mourut en souriant selon ses propres termes dans une cellule de prison silencieuse. Le corps de Göring fut incinéré aux côtés des autres nazis exécutés au cimetière d'Ostfriedhof à Munich. Ses cendres furent dispersées dans la rivière Isar pour empêcher qu'une tombe ne devienne un sanctuaire. Pas de pierre tombale, pas d'honneur, juste le silence. Mais son nom ne s'effaça pas. Göring devint un symbole non seulement de la brutalité nazie, mais d'arrogance, de lâcheté et de manipulation. L'homme qui commença comme un héros de guerre, vécut comme un roi et régna d'une main de fer, choisit le poison plutôt que la corde, et ce faisant, laissa derrière lui un héritage final de trahison. Il vola la justice et il le savait. Göring ne mourut pas en martyr, il mourut en manipulateur. Même dans la mort, il s'accrocha au contrôle, esquivant la corde avec le même sourire suffisant qu'il portait en orchestrant la terreur. Et c'est ce qui rend son histoire si troublante, car elle prouve quelque chose de terrifiant. Même les monstres savent comment performer. Même les monstres planifient leur sortie. Quelles sont vos pensées à ce sujet? Faites-le nous savoir dans les commentaires. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne.